Bonjour à toutes et à tous. Allez, aujourd'hui, on embarque dans une machine à remonter le temps. Imaginez un peu, un monde où pour déclarer sa flamme, au lieu d'envoyer un simple emoji, il fallait écrire tout un poème sur un sourcil. Ça a l'air dingue, non? Et pourtant, c'est juste une des étapes de la folle histoire du langage amoureux qu'on va explorer. On va décoder ensemble tous les codes secrets de l'amour, depuis les châteaux forts du Moyen-Âge jusqu'au salon de la Renaissance. Prêt? C'est parti! Voilà la question qui va nous servir de boussole. Avant les likes, avant les swipes, le poème d'amour, c'était tout un art, avec ses propres règles, et elles étaient souvent hyper strictes. Alors comment est-ce qu'on séduisait à l'époque? Quels étaient les codes? C'est ça qu'on va décortiquer ensemble. Première escale de notre voyage, le Moyen Âge. Et attention, à cette époque, l'amour, c'est une affaire très sérieuse, presque un sport de haut niveau avec un règlement ultra précis. C'est ce qu'on appelle l'amour courtois, ou, pour utiliser le terme de l'époque, en ancien français, la fine amour. Alors, la fine amour, c'est quoi exactement? Eh bien, imaginez un amour de fan, mais poussé à l'extrême. L'amant est complètement dévoué à sa dame, qui est souvent mariée, donc inaccessible, un peu comme une star de cinéma aujourd'hui. C'est un amour qui doit se mériter à travers des épreuves, beaucoup de patience et surtout beaucoup de souffrance. C'est presque comme si on devait combattre un dragon juste pour obtenir un regard. Pour que vous compreniez bien l'idée, prenons cette image géniale de Thibaut de Champagne. Il se compare à une licorne. Pourquoi? Parce que selon la légende, cet animal mythique, sauvage, ne pouvait être capturé que par l'attrait d'une jeune vierge. L'amant est donc piégé, comme hypnotisé par sa dame, totalement incapable d'échapper à son charme. C'est une métaphore vraiment puissante pour décrire cette fascination absolue. Donc, si on résume les règles de ce jeu amoureux un peu particulier, d'abord, l'amant doit se soumettre totalement. Il est le vassal de sa dame. Ensuite, il doit souffrir, mais en silence, parce que sa douleur est la preuve ultime de la sincérité de son amour. Et enfin, il doit se contenter de très peu, le beau semblant, c'est-à-dire un simple regard, un mot gentil. C'est un jeu de patience et de dévotion totale, un peu comme attendre des jours la réponse à un message, mais en beaucoup plus poétique. Mais attendez une seconde, ce portrait de l'amant parfait, totalement dévoué, c'est une vision écrite par des hommes pour des hommes. Et les femmes, dans tout ça, qu'est-ce qu'elles en pensaient? C'est là que notre histoire prend un virage vraiment passionnant. Dès le début du XVe siècle, une voix s'élève pour tout remettre en cause. C'est celle de Christine de Pisan. Et ce qu'elle dit en gros, c'est « Stop, cet idéal poétique, c'est bien mignon, mais dans la vraie vie, c'est beaucoup moins romantique. » Elle dénonce les hommes qui utilisent ces codes pour manipuler, pour séduire et au final pour salir la réputation des femmes. C'est un peu l'ancêtre du catfishing, si vous voulez. Ce qui est absolument révolutionnaire ici, c'est que Pisan déplace complètement le problème. L'enjeu, ce n'est plus la souffrance de l'amant, mais bien l'honneur de la femme. Son conseil est très concret. Méfiez-vous des belles paroles. Ce n'est pas parce qu'un homme vous écrit de jolis poèmes que c'est forcément un prince charmant. Un siècle plus tard, une autre poétesse, Louise Labbé, va lancer une nouvelle révolution, plus intime. Elle, ce qui l'intéresse, ce n'est plus le jeu social de la séduction, mais son propre monde intérieur. L'amour, maintenant, ça se vit dans l'intimité, dans le rêve. Et si la réalité est décevante, eh bien tant pis, pourquoi ne pas se réfugier dans son imagination? Avec Louise Labbé, l'amour devient une affaire personnelle. C'est un dialogue avec soi-même. Si le bonheur est impossible dans la vraie vie, alors le rêve, et même ce qu'elle appelle le mensonge, l'illusion, devient un refuge tout à fait légitime. C'est une étape clé vers l'expression de soi, un peu comme on se créerait un jardin secret intérieur. On avance encore un peu dans notre voyage et nous voilà arrivés à la Renaissance. Alors après l'amour spirituel et l'amour intérieur, place à l'amour physique. Attention, les choses deviennent un peu plus charnelles. La forme poétique, qui incarne parfaitement ce changement de mentalité, c'est le blason. Le principe est assez simple, on choisit une seule partie du corps de la femme qu'on aime, un œil, une main, sa chevelure, et on lui consacre un poème entier, un éloge hyper détaillé. C'est un peu comme si on faisait un zoom poétique sur un détail qu'on adore. Oui, vous avez bien entendu, le poète Maurice Sèvres a carrément gagné un concours de poésie en 1536 avec un blason du sourcil. Ça peut nous paraître complètement faux aujourd'hui, mais ça montre parfaitement ce nouveau regard, cette fascination nouvelle pour le corps dans ses moindres détails. Mais regardez un peu la beauté de cette métaphore. Le sourcil n'est plus un simple sourcil, non, il devient un sous-ciel qui abrite les deux étoiles ardentes que sont les yeux. Une simple partie du corps se transforme en un véritable univers poétique. On est à des années-lumière de la souffrance abstraite des poètes du Moyen-Âge, là. Ce qu'il faut vraiment retenir ici, c'est ce basculement de l'abstrait vers le concret. Le corps n'est plus un tabou, il devient un objet d'admiration, un paysage qu'on a le droit d'explorer avec des mots. L'amour se fait bien plus sensuel.
Allez, on continue notre avancée. Après l'harmonie de la Renaissance, on plonge dans l'époque baroque, avec ses drames, ses excès, sa complexité. L'amour ici devient une force passionnelle, déchaînée, mais aussi un véritable casse-tête intellectuel. Écoutez bien ce vers de Pierre de Marbeuf. Il y a un jeu de mots, un jeu sur les sonorités. La mer, l'amour, la mer. Cette virtuosité, ce jeu d'esprit, c'est typiquement baroque. On adore explorer l'amour à travers des métaphores complexes, des contradictions. C'est un peu comme dire « je t'aime et ça me fait mal », mais de façon beaucoup plus stylée. À cette période, l'amour n'est plus un simple sentiment, c'est une sorte de puzzle à résoudre. Les poètes baroques adorent montrer à quel point l'amour est instable, changeant, aussi puissant et parfois aussi dangereux qu'une tempête en mer. C'est une passion qui échappe complètement à la raison. En résumé, l'amour baroque, c'est un cocktail de tensions. C'est le plaisir et la douleur, le calme et la tempête, le jeu et le drame. C'est une vision de la passion qui est tout le temps en mouvement, pleine de contrastes. Avec l'amour baroque, on ne sait jamais vraiment sur quel pied danser. Bon, nous voilà arrivés au bout de notre grand voyage dans le temps. C'est le moment de regarder un peu dans le rétroviseur et de faire le bilan de tout le chemin qu'on a parcouru ensemble. De la soumission totalement codifiée du Moyen-Âge à la passion intellectuelle du baroque. Voyez l'évolution ? On est passé de « je souffre pour toi en secret » à « ton sourcil est un univers » pour finir par « t'aimer, c'est comme une tempête en pleine mer ». Chaque époque a complètement réinventé sa façon de dire « je t'aime ». Voilà le point essentiel à retenir de tout ça. Le langage de l'amour n'est pas quelque chose de figé dans le marbre. Il s'est transformé, il s'est enrichi, il est devenu plus complexe, en passant d'un idéal social très strict à une mosaïque d'expériences beaucoup plus personnelles, beaucoup plus complètes. Et cette évolution, bien sûr, elle continue encore aujourd'hui, avec nos emojis, nos mèmes, nos abréviations. Alors la question que je vous laisse, c'est la suivante. Si on pouvait voyager 500 ans dans le futur, quels mots, quels codes, quels poèmes est-ce qu'on découvrirait pour parler d'amour ? La page reste à écrire. Merci de m'avoir suivi et à très bientôt.